Le 7 novembre 1989, le vol MH1992 de Melashan Airlines décolle de l'aéroport international de Kuala Lumpur. Il se dirigeait vers Katmandou avec à son bord 167 passagers et 11 membres d'équipage. Le commandant de bord de l'avion était Rachid Chandra, 47 ans, un pilote très expérimenté comptant 15 000 heures de vol, dont plus de 2000 dans la région himalayenne. Le copilote était Li Wei, 36 ans, un aviateur expert qui avait rejoint l'aviation civile après 8 ans de service dans l'armée de l'air malaisienne. Ce jour-là, l'une des tempêtes les plus violentes de la décennie frappait l'Himalaya. Les météorologues ont enregistré des rafales de vent allant jusqu'à 120 km/h et une forte baisse de pression. La température de l'air à 7000 mètres d'altitude atteignait les -58 degrés. Malgré des conditions météorologiques extrêmement difficiles, le vol MH12 a décollé, les prévisions annonçant que la météo s'améliorerait lorsque l'avion atteindrait l'Himalaya. Le dernier contact radio avec l'avion a eu lieu à 6h43 heure locale. Le capitaine Chandra a signalé qu'il entrait dans une zone de turbulence et a demandé l'autorisation de changer d'altitude. Contrôle, ici MH12, entrant dans de fortes turbulences, demandant une descente à 7600, a coupé la transmission au milieu d'une phrase. L'avion a disparu des radars comme s'il avait disparu dans les airs, entre les sommets des montagnes. Une opération de recherche a été immédiatement lancée, rendue difficile par les conditions météorologiques épouvantables. 8 hélicoptères et 12 équipes au sol ont ratissé la zone présumée de l'accident pendant 3 semaines. La recherche n'a donné aucun résultat. Dans l'une des régions les plus reculées de l'Himalaya, où les sommets dépassent les 7000 mètres, l'avion semblait avoir complètement disparu. Au bout d'un mois, les autorités népalaises ont officiellement mis fin aux opérations de recherche, déclarant tous les passagers et membres d'équipage morts. Parmi les 167 passagers se trouvaient des touristes de 14 pays, un groupe de moines bouddhistes en voyage pour un pèlerinage annuel et le célèbre alpiniste himalayen Johan Steiner avec une équipe de 5 personnes. Pour les familles des disparus, des années d'incertitude douloureuse et d'attente désespérée ont suivi. Pendant 34 ans, le mystère du vol MH12 est resté entier jusqu'à ce qu'en juin 2023, une expédition internationale d'alpinisme dirigée par Alex Mackenzie entreprenne l'ascension du versant oriental du mont Kenyang, le 3e plus haut sommet du monde. Le groupe était composé de 5 personnes, Mackenzie lui-même, un Écossais de 46 ans avec 20 ans d'expérience dans l'escalade dans l'Himalaya, Anna Sokolova, une alpiniste kazakh de 38 ans qui avait gravi les 8000 du monde, James Hope, médecin et alpiniste australien, Mino Park, un photographe sud-coréen expert en tournage en haute altitude, et Sherin Serpa, guide de montagne népalais de 3e génération. L'expédition avait initialement prévu de tenter une nouvelle route sur le versant oriental du Kenyang, considéré comme presque impossible à parcourir en raison des parois de glace abruptes et des avalanches fréquentes. 6 tentatives précédentes pour ouvrir une route à travers cette section avaient échoué. 4 alpinistes sont morts au fil des années en tentant de le conquérir. Les habitants locaux appelaient cette partie de la montagne, Korlo Lamo, la roue de la déesse de la mort, en dialecte tibétain. Selon une ancienne légende, la déesse de la montagne aurait caché ici une porte vers l'autre monde, où allaient les âmes des morts. À environ 5800 mètres d'altitude, les alpinistes ont été confrontés à d'étranges phénomènes. Leurs boussoles électroniques ont commencé à afficher des lectures étranges, comme si quelque chose sur la montagne déformait le champ magnétique. Les appareils GPS perdaient parfois le signal, même si le ciel était parfaitement dégagé. L'équipe a supposé que cela était dû au type de roche, peut-être riche en fer ou en d'autres métaux. À l'aube du 3e jour d'escalade, alors que le groupe campait sur une corniche étroite à 6200 mètres, Anna fut la première à remarquer le comportement inhabituel des oiseaux. Un grand troupeau de vautours himalayens, rare dans cette région, tournait sur des courants thermiques sur une pente raide, à un demi-kilomètre du camp. Parmi eux, il y avait 2 oiseaux qui se distinguaient par leur taille, les aigles de l'Himalaya, avec une envergure allant jusqu'à 3 m. Ce qui était étrange n'était pas seulement la présence des oiseaux prédateurs à une telle hauteur, mais aussi la façon étrange dont ils volaient. Les aigles semblaient dessiner encore et encore la même forme dans les airs, revenant à un endroit particulier de la pente, comme pour essayer d'attirer l'attention des grimpeurs. En voyant les oiseaux,
Schwerin Serpa pâlit et refusa catégoriquement de continuer l'ascension le long de l'itinéraire prévu. Au début, il a donné de vagues réponses aux alpinistes inquiets, mais il a ensuite partagé une légende locale. Son grand-père lui avait raconté que les Ramtrula vivaient sur cette montagne, esprit gardien de la montagne qui prenait la forme de grands oiseaux et protégeait les lieux où se croisaient les mondes des vivants et des morts. Lorsque les Ramtrula tournaient au-dessus d'un certain endroit, cela signifiait qu'ils gardaient des âmes piégées entre les mondes. Malgré son scepticisme, Mackenzie s'est intéressé au comportement étrange des aigles. Ce type de schéma de vol était typique des oiseaux de proie lorsqu'ils repéraient de grosses proies. L'équipe a décidé de changer d'itinéraire et d'enquêter sur ce qui avait retenu l'attention des oiseaux. Dans le pire des cas, ils ne perdraient que quelques heures. Le nouvel itinéraire emmenait les grimpeurs sur une pente raide et glacée qui se terminait par une brèche. À mesure qu'ils approchaient de l'endroit au-dessus duquel les aigles tournaient, les oiseaux commencèrent à se comporter encore plus étrangement. Ils descendirent presque jusqu'à la hauteur de la tête, puis se relevèrent, comme s'ils voulaient leur montrer le chemin soudain. L'un des aigles fondit et s'écrasa dans la neige, à seulement 30 mètres du groupe. À l'approche des grimpeurs, l'oiseau s'est envolé, mais un trou profond est resté dans la neige. Minnow Park a sorti son piolet et a commencé à déblayer la neige d'1 mètre de profondeur. La lame heurta quelque chose de dur avec un bruit métallique. 15 minutes plus tard, il découvre un morceau de fuselage blanc avec une bande bleue et rouge, couleur distinctive de Mela Airlines. Les grimpeurs n'en croyaient pas leurs yeux. Devant eux se trouvaient les restes d'un avion de ligne, à plus de 6000 mètres d'altitude, dans un endroit jusqu'alors considéré comme inaccessible, même pour les alpinistes expérimentés. La première chose à laquelle ils ont pensé a été d'appeler immédiatement les sauveteurs, mais la communication par satellite a soudainement échoué. Tous les appareils affichaient des batteries complètement chargées, mais il n'y avait aucun signal. L'équipe a décidé de continuer à creuser pour comprendre l'ampleur de ce qu'elle avait découvert. Pendant les 4 heures suivantes, le groupe a travaillé au déneigement autour de la partie exposée du fuselage. À la tombée de la nuit, ils avaient découvert une section de l'avion avec 4 hublots et les lettres sur le côté, MH12. Il s'agissait du même vol malaisien qui avait disparu sans laisser de traces 34 ans plus tôt. On comprend désormais pourquoi il n'a jamais été retrouvé, il s'est écrasé dans un endroit considéré comme totalement inaccessible. Aucun hélicoptère n'aurait pu voler à cette altitude en raison de la rareté de l'air, et aucune équipe au sol n'aurait jamais gravi cette pente, puisqu'elle ne menait à aucun sommet connu. Le lendemain matin, après une nuit tendue à côté des vestiges, les grimpeurs ont continué à creuser. À midi, ils ont découvert un espace dans le fuselage suffisamment large pour qu'une personne puisse ramper à l'intérieur. Alex Mackenzie et Anna Sokolova, les plus expérimentés du groupe, ont décidé de rentrer à l'intérieur pendant que les autres continuaient à déneiger à l'extérieur. À l'intérieur de l'avion, il semblait que le temps s'était arrêté. Les masques à oxygène pendaient au plafond, les gobelets à moitié couverts étaient encore sur les plateaux, un exemplaire du magazine Temps il était ouvert dans le couloir, avec une photo du mur de Berlin en couverture, quelques jours avant sa chute. Les grimpeurs se déplaçaient avec prudence, craignant de perturber l'équilibre fragile des vestiges. Dans la première rangée de la cabine des passagers, ils ont trouvé un sac contenant du matériel d'alpinisme. À l'intérieur se trouvait un piolet gravé des initiales JES, celle de Johann Steiner, le célèbre alpiniste qui avait été à bord. Près de lui se trouvait son passeport et un carnet relié en cuir, étonnamment bien conservé. Lorsque Mackenzie ouvrit le cahier, il ressentit un frisson. Il s'agissait d'un journal que Steiner avait tenu après l'accident. La dernière mention date du 16 décembre 1989, soit plus d'1 mois après la disparition de l'avion. Le journal de Johann Steiner révèle une terrifiante histoire de survie. Sur les 178 personnes à bord, seules 47 ont survécu à la première nuit. La plupart sont morts sur le coup, lorsque l'avion s'est écrasé à flanc de montagne lors d'une tempête de neige. Le capitaine Chandra faisait partie des survivants et prit les commandes. Il a construit un abri temporaire avec des morceaux de fuselage, distribué la nourriture disponible et imposé un rationnement strict de l'eau. Steiner a écrit que l'avion s'est écrasé dans la montagne à cause d'une étrange anomalie magnétique. Tous les instruments tombèrent en panne en même temps,
les pilotes volaient complètement à l'aveugle. Quelques minutes avant l'impact, le capitaine a aperçu une étrange lueur à flanc de montagne. Montagne, comme si la montagne elle-même brillait de l'intérieur. Il essaya de s'éloigner, mais c'était trop tard. Les entrées suivantes décrivent une lutte pour la survie dans des conditions extrêmes. La nuit, les températures sont descendues jusqu'à -45 degrés. Le 5e jour après l'accident, les survivants ont observé un comportement étrange de la part des oiseaux. D'énormes aigles ont commencé à voler en rond au-dessus du lieu de l'accident. Le 7e jour, quelque chose d'incroyable se produisit. L'un des aigles a laissé tomber une chèvre de montagne près du refuge. L'animal était mort, mais encore chaud. Au début, les survivants pensaient qu'il s'agissait d'une coïncidence, mais le lendemain, l'oiseau est revenu avec une autre carcasse. Il semblait que les aigles se nourrissaient librement des gens. Le capitaine Chandra a déclaré qu'en 20 ans de vol au-dessus de l'Himalaya, il n'avait jamais rien entendu de pareil. Les aigles ont continué à apporter de la nourriture aux survivants pendant les 2 semaines suivantes. Cela les a sauvés d'une certaine famine. Mais fin novembre, la situation s'est considérablement détériorée. Une forte chute de neige a complètement enseveli l'épave de l'avion, la transformant en un tombeau glacé. Les réserves d'oxygène s'amenuisaient et de nombreux survivants souffraient du mal de l'altitude. L'entrée du 4 décembre indiquait que 3 autres personnes étaient décédées ce jour-là. Il n'en restait que 18. Le capitaine Chandra a dit qu'ils devaient descendre sinon ils mourraient tous. Il a suggéré de creuser un tunnel dans la neige pour en sortir. Les aigles ont continué à survoler l'avion chaque jour. Parfois, Steiner avait le sentiment qu'ils essayaient de dire quelque chose aux gens. La dernière entrée du journal fut brève et inquiétante, nous avons terminé un tunnel. Nous sommes sortis. Le capitaine dit que nous devons descendre le versant sud-est. Les aigles sont partis pour une raison quelconque. Hier soir, j'ai revu cette étrange lumière sur les falaises. Elle bat comme un cœur vivant. Les moines locaux de notre groupe disent que c'est la lumière du passage, un chemin vers une autre dimension. Je ne sais pas si je les crois, mais je n'ai pas d'autre explication. Si quelqu'un trouve ce journal, faites-le lui savoir. Que nous nous sommes battus jusqu'au bout et que nous n'avons jamais abandonné. Les grimpeurs étaient stupéfaits. Il s'est avéré que certains passagers avaient survécu à l'accident et tenté de descendre la montagne. Mais que leur est-il arrivé ensuite? Pourquoi n'ont-ils jamais été retrouvés? Et quel rôle les aigles ont-ils joué dans tout cela? Poursuivant l'exploration de l'avion, les grimpeurs ont trouvé un autre journal dans le cockpit, le carnet de vol. Le capitaine Chandra avait continué à y écrire jusqu'à la fin, enregistrant toutes les choses étranges qui s'y produisaient. Le 28 novembre, il écrivait que la boussole devenait folle. L'aiguille tournait sans arrêt, parfois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tous les appareils électroniques qu'ils ont réussi à alimenter avec le générateur de secours se sont révélés absurdes. L'altimètre est tombé en négatif et a indiqué -2000 mètres, alors qu'ils étaient clairement à une altitude d'au moins 6000. Le thermomètre a bondi de +35 à -60 sans aucune logique. La nuit, l'opérateur radio a tenté d'activer l'émetteur d'urgence et a juré avoir entendu des voix parlant une langue inconnue à travers les écouteurs. C'était comme si cet endroit déformait la réalité. Dans l'une de ses dernières entrées, le capitaine a vu un événement étrange dont il a été témoin avec les moines survivants. La nuit précédente, la lueur était réapparue sur le flanc de la colline. Les moines exécutaient une sorte de rituel et chantaient des mantras, disant que c'était un portail entre les mondes et que ceux qui le franchiraient recevraient une nouvelle vie dans une autre dimension. En tant qu'homme de science, le capitaine ne croyait pas à de telles choses, mais après tout ce qu'ils avaient enduré, il était prêt à envisager n'importe quelle possibilité. S'il ne pouvait pas descendre, cela valait peut-être le risque de découvrir ce qu'il y avait derrière cette lumière. Au crépuscule du même jour, les grimpeurs ont découvert quelque chose d'encore plus étonnant dans la queue de l'avion. La sortie de secours avait été ouverte de l'intérieur et autour d'elle, des dizaines de plumes d'oiseaux gisaient éparpillées sur le sol. Certains appartenaient à des aigles de l'Himalaya, comme le confirme Minno Park, passionné d'ornithologie.
Les plumes étaient disposées selon un étrange motif en forme de spirale. Au centre de la spirale se trouvait un petit objet métallique. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une ancienne amulette tibétaine représentant une créature ailée. Scherin expliqua plus tard que c'était le symbole des grands trulas, des esprits gardiens qui prennent la forme d'oiseaux géants. Alors que les alpinistes continuaient à déneiger à l'extérieur, ils ont découvert des empreintes de pas s'éloignant de l'avion, vers le bas de la pente. Vestige du tunnel mentionné dans le journal de Steiner. Le tunnel arrivait au bord d'une falaise et se terminait brusquement. Au-delà de ce point, il y avait un mur de glace abrupte de plus de 500 mètres de haut. Le descendre sans équipement spécialisé aurait été impossible. Il était impossible de comprendre ce qui était arrivé aux survivants. S'ils étaient allés par là, ils seraient sûrement morts, mais si tel avait été le cas, leur corps aurait dû être retrouvé en dessous. Cependant, il n'y avait aucune trace. Cet après-midi-là, lorsque l'équipe est revenue à l'avion pour passer la nuit à l'intérieur du fuselage, à l'abri du vent, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Le téléphone satellite de James Hope, qui n'avait pas fonctionné de la journée, s'est soudainement réveillé et a commencé à émettre des sons étranges. Il ne s'agissait pas d'une communication normale, mais plutôt d'une série de bips courts et longs, semblables au code Morse. OP a enregistré le signal. Lorsque le groupe est revenu au camp de base, l'un des assistants, un ancien opérateur radio, l'a décodé. Il disait « Nous sommes vivants, mais pas ici ». Cette nuit-là, les grimpeurs ont vu la même lueur décrite par le capitaine Chandra. Johann Steiner est apparu sur une falaise à environ 300 mètres de l'avion. Une lumière bleuâtre pulsait, semblable aux aurores boréales, mais concentrée en un seul point. La lumière se déplaçait en spirale. Ce qui était étrange, c'est que lorsqu'ils pointaient leur lampe de poche vers ce point, les faisceaux de lumière se courbaient, comme si l'espace autour de ce point était déformé. Le dernier matin, alors que les grimpeurs s'apprêtaient à quitter le lieu de l'accident pour descendre et informer les autorités de leur découverte, ils aperçurent les aigles pour la dernière fois. Les oiseaux les entouraient, formant un anneau vivant dans les airs. L'un des aigles portait quelque chose dans ses serres. Il a plongé et a laissé tomber l'objet aux pieds d'Alex Mackenzie. C'était un portefeuille en cuir usé. À l'intérieur se trouvait la carte d'identité du capitaine Rib Chandra et une photo de sa famille. Au dos de la photo se trouvait une note manuscrite, « Nouvelle vie. Ne nous cherchez pas ici ». La date de la note était le 17 décembre 1989, le lendemain de la dernière entrée du journal de Steiner. 3 jours plus tard, les alpinistes arrivèrent au camp de base et contactèrent les autorités népalaises. Au bout d'un mois, une expédition à grande échelle sur les lieux du crash a été organisée, impliquant des sauveteurs, des enquêteurs et des représentants de Melen Airlines. Ils ont confirmé toutes les découvertes de l'équipe de McKen, mais n'ont pas pu progresser davantage dans la résolution du mystère des survivants disparus. L'enquête s'est poursuivie même pendant l'expédition officielle. Tous les équipements électroniques sont tombés en panne à proximité de l'avion. Les boussoles donnaient des lectures aléatoires, les appareils GPS indiquaient des emplacements éloignés de plusieurs kilomètres. Les météorologues ont enregistré un niveau inhabituellement élevé de rayonnement électromagnétique autour du lieu de l'accident, mais n'ont pas pu en expliquer l'origine. Les géologues ont découvert que la roche située sous l'avion contenait une concentration inhabituellement élevée de métaux de terre rares, tels que le gadolinium et le néodyme, tous deux connus pour leurs fortes propriétés magnétiques. Cependant, ces anomalies n'expliquaient pas le phénomène de lueur ni le comportement étrange des aigles. La boîte noire retrouvée parmi l'épave a révélé que, peu avant l'accident, l'avion était entré dans une zone d'intenses perturbations électromagnétiques. Tous les instruments sont tombés en panne simultanément et la communication a été perdue. Les derniers mots du commandant de bord enregistrés par l'enregistreur de données de vol furent « Quelle est cette lumière ? Elle est juste devant nous. Tirez sur le joug. Nous sommes. » L'enregistrement s'interrompit au milieu d'une phrase. Les habitants du village voisin de Kimbu ont déclaré aux chercheurs que le mont Kinshian avait toujours été considéré comme sacré et dangereux dans leur folklore. Selon la légende, sur son versant oriental se trouve une porte entre les mondes, gardée par des esprits protecteurs sous la forme d'oiseaux géants.
Ceux qui trouvent cette porte au moment où elle s'ouvre peuvent traverser dans une autre dimension, où il n'y a ni souffrance ni mort. Plus surprenant encore, les anciens du village ont affirmé qu'environ un mois après la disparition de l'avion, des personnes étranges avaient commencé à apparaître dans les villages voisins. Pas vraiment des locaux, mais pas de parfaits étrangers non plus. Ils parlaient népalais avec un fort accent. Ils avaient une apparence inhabituelle et possédaient d'étranges connaissances. Ces personnes ont vécu dans les villages pendant plusieurs semaines puis ont disparu, affirmant qu'elles entreprenaient un long voyage vers l'Est. L'analyse ADN des plumes trouvées à l'intérieur de l'avion a révélé des résultats surprenants. Bien que la plupart appartenaient à des aigles de l'Himalaya, certains échantillons contenaient des marqueurs génétiques qui ne correspondaient à aucune espèce d'oiseau connue. Les scientifiques ont déclaré qu'il pourrait s'agir d'une population jusqu'alors inconnue d'oiseaux prédateurs adaptés à la vie à des altitudes extrêmes. La découverte la plus notable a été découverte parmi les effets personnels du capitaine Chandra. Dans la poche de sa veste d'uniforme se trouvait une feuille de papier soigneusement pliée avec un dessin détaillé d'un portail en forme de spirale et des calculs mathématiques complexes décrivant ses propriétés. Les physiciens qui ont examiné les notes ont été stupéfaits. Les équations décrivent un modèle théorique de tunnel spatio-temporel ou trou de verre, utilisant le langage de la physique quantique moderne. Les scientifiques n'ont commencé à développer activement ce type de concept que dans les années 2010, 20 ans après l'accident. Le mystère du vol MH12 reste à ce jour entier. L'enquête officielle a conclu que l'avion s'est écrasé en raison d'une combinaison de conditions météorologiques extrêmes et d'une panne du système de navigation causée par une anomalie géomagnétique naturelle. Le sort des survivants qui ont abandonné l'avion le 16 décembre 1989 est encore inconnu. Aucun corps n'a jamais été retrouvé, ni sur les pentes de la montagne ni sous la falaise à laquelle menait le tunnel de neige. Alex McKenzie et son équipe ont acquis une reconnaissance internationale après leur découverte. Ils continuent d'enquêter sur le mystère du vol MH12, recueillant des témoignages et étudiant les archives. McKenzie a rendu visite aux familles de plusieurs passagers, dont la veuve du capitaine Chandra. Elle a révélé qu'une semaine avant son dernier vol, son mari lui avait raconté un rêve étrange. Il rêva qu'il volait à travers un tunnel de lumière vive, accompagné des deux côtés d'oiseaux géants aux yeux humains. Au bout du tunnel, j'ai vu un autre monde magnifique et paisible. Lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, « S'il m'arrive quelque chose, sache que je ne mourrai pas, j'irai simplement ailleurs. » Un an après la découverte du site de l'accident, Minnow Park a publié un livre photo intitulé Victoire de l'IS Nala sur les abysses, dédié à l'expédition. Sur l'une des photos prises le dernier jour dans l'avion, quelque chose d'inexplicable a été capturé sur le ciel bleu. Au-dessus des restes, un énorme aigle planait, mais lorsque l'image était agrandie, son ombre sur la neige avait clairement des traits humains. Les scientifiques continuent d'étudier l'anomalie magnétique dans la zone de l'accident. Chaque année, les aigles reviennent sur place, comme s'ils le protégeaient des étrangers. Les locaux n'appellent plus le versant oriental du Kenyang la roue de la déesse de la mort, mais plutôt le chemin des oiseaux. On dit que par temps clair, on peut voir d'étranges lumières brillantes depuis le sommet, comme si une porte entre les mondes s'ouvrait. Dans les villages au pied du Kinshen, on raconte des histoires de vagabonds qui apparaissent toutes les quelques années comme sortis de nulle part. Ils ne parlent pas de leur passé, mais ils savent prédire la météo avec une précision étonnante et possèdent une connaissance remarquable des montagnes. Les gens remarquent souvent sur leurs mains des amulettes inhabituelles, des spirales métalliques, semblables à celles que les alpinistes ont trouvées à l'intérieur de l'avion. Récemment, Alex McKenzie a reçu un étrange colis sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un petit pendentif en argent en forme d'aigle aux ailes déployées. Au dos était gravée une seule phrase, « La voie est ouverte à ceux qui croient. Rendez-vous à l'aube. » La veuve du capitaine Chandra affirme avoir vu son mari en rêve à plusieurs reprises au fil des ans. Il dit toujours la même chose, « Je suis vivant, mais pas ici. L'endroit où nous sommes actuellement est magnifique. Ne sois pas triste pour moi. » Le mystère du vol MH192 continue de fasciner les scientifiques et les explorateurs. Il s'agissait d'un événement naturel rare, d'une manifestation de la physique quantique ou, en réalité, d'une anomalie magnétique d'une puissance inimaginable. Nous ne connaîtrons peut-être jamais toute la vérité.
Comme le disait un moine local, certains secrets des montagnes ne sont pas destinés à être résolus, mais seulement à nous rappeler les limites de la compréhension humaine.